Bonjour, moi je suis le Père Garneau. Ça me fait grand plaisir d'être ici dans les studios de TVC 22. Moi je compte, ça fait à peu près 20 ans. J'ai commencé à compter, j'ai toujours aimé compter des blagues, puis inventer des histoires. Puis je les comptais à ma famille, puis eux autres trouvaient que c'était pas juste, qu'il y ait juste eux qui en souffrent. Donc ils m'ont encouragé à aller compter sur scène et ça fait une vingtaine d'années que je le fais. J'ai eu la chance d'être affilié avec un groupe musical, les Rod Swamp, en 2016-2017. On a fait une tournée de partout au Canada avec notre spectacle La légende de Joe Grandbois. J'ai publié un livre, Grand-papa conte-nous Noël. J'ai eu la chance de compter dans plusieurs festivals, un peu partout en Ontario et au Québec. Là, récemment, j'ai une de mes petites filles de 12 ans, Mila, qui compte avec moi aussi. Ça fait plusieurs festivals qu'on fait et bientôt, on va aller au Festival de conte international Joe Violon à Lévis. J'ai compté surtout dans l'Est et dans le Nord ontarien, mais j'ai eu la chance de faire un peu tout le Canada à différents moments. Je crois que c'est à peu près tout ce que vous voudriez savoir. Je pense que vous aimeriez aussi bien passer directement au conte. Donc, nous voici. Quand j'étais jeune, il y a très longtemps de ça, mon travail, c'était... Ça, c'est bien avant qu'on ait la télévision, puis on avait la radio, bien entendu, mais les batteries coûtaient trop cher. Donc, on réservait la radio pour les émissions, le hockey, le samedi soir, et puis la grand-messe le dimanche si on ne pouvait pas se rendre à l'église, et aussi pour les belles histoires des pays d'en haut avec Séraphin Poudrier. Fait que on n'avait pas beaucoup d'accès, on n'avait pas l'Internet, on n'avait pas des iPads, des iPeeds, des iPods et puis toutes ces choses-là. Fait que moi, mon travail, c'était de me promener de village en village en apportant des nouvelles. Je partais de chez nous, à Orléans, le matin, puis je pouvais me rendre à Navan, puis « saviez-vous que Mme Turcotte, sa vache a eu des jumeaux? » Puis là, je partais de Navan, puis j'allais me rendre peut-être à Sarsfield, puis dire « bien, saviez-vous que la grange à Monsieur Lassalle a passé au feu? » Puis pour ça, bien, les gens me donnaient une place à coucher, un repas. Des fois, je faisais des travaux pour eux, pour me faire quelques sous. Fait qu'une journée, je m'en allais porter des nouvelles à un village, puis je traversais la forêt enchantée. Si vous avez jamais été dans la forêt enchantée, c'est la plus belle place au monde. Dans la forêt enchantée, il fait toujours un beau soleil. Il y a des arcs-en-ciel partout. Il y a des milliers d'oiseaux de toutes les couleurs qui viennent s'installer sur nos épaules, sur notre main, sur notre tête pour nous chanter leurs chansons. Mais ils ne nous laissent jamais de petits cadeaux en décollant. Les arbres dans la forêt enchantée sont gigantesques, plus hauts qu'un édifice. Puis dans ces arbres-là poussent toutes les sortes de fruits imaginables. Des pêches, des mangues, des fraises, des bleuets, des ananas, des oranges, des bananes, tout. Mais les arbres sont tellement hauts qu'on ne peut pas rejoindre les fruits. Mais si on veut manger une pomme, on tend la main et on dit « Ah, je mangerais bien une bonne pomme » et l'arbre en dépose une dans notre main. Dans les ruisseaux, ce n'est pas de l'eau qui coule, mais du jus de fruits bien frais, du jus de pomme, du jus de raisin, du jus de pêche. Dans les ruisseaux, ce n'est pas des poissons ordinaires, ce sont des poissons comme des gummy bears qu'on peut manger. Il y a des fleurs qui sont en réalité des guimauves. C'est vraiment la plus belle place au monde.
J'étais assis sur une grosse roche et j'admirais, je me disais, je suis donc chanceux de pouvoir être ici. Je passerai toute ma vie ici. Quand tout à coup, au loin, j'ai entendu une voix. « Au secours! Aidez-moi! Au secours! » J'ai couru à toute vitesse pour voir qui appelait à l'aide. Et je suis arrivé, une vieille femme se faisait dévaliser par 3 bandits. Je les ai pris, je leur ai tordu l'oreille, je leur ai donné des bons coups de pied dans le derrière, puis j'ai dit « Allez-vous-en, lâchez cette femme! Allez-vous-en chez vous, disparaissez, espèce de bandits! » Je ne savais pas, mais la vieille femme, c'était une sorcière. Mais une bonne sorcière. Elle était tellement heureuse que je l'ai sauvée. Qu'en remerciement, elle m'a donné une petite pierre sur une chaîne en or. Elle m'a dit, « Cette pierre est magique. Elle pourra te sauver une fois si tu as la vie en danger. Si tu es en danger, elle te sauvera. » Bon, j'étais bien reconnaissant. « Merci, madame, c'est bien gentil. » Parce que la pierre était très belle, était toute petite, elle pesait rien. Puis on dirait qu'elle changeait de couleur quand on la virait. Puis la petite chaîne en or était très résistante, mais très fine, puis elle ne pesait rien. Mais je ne croyais pas bien à la pierre magique. Franchement, là, la magie, en tout cas, je l'ai portée dans mon cou, je l'ai eue pendant des années. Je ne l'enlevais quasiment jamais. Des années après, je m'en allais vers un autre village. C'était la fin de l'après-midi. Je voulais me rendre au village avant la noirceur parce que c'était un secteur où tu voulais vraiment pas être le soir. Il y avait des bandits, il y avait des bêtes féroces, des monstres, toutes sortes de choses. Fait que je me dépêchais, puis la seule façon que j'allais pouvoir me rendre au village avant la noirceur, c'était de traverser la forêt maléfique. La forêt maléfique, ça, c'est une place épouvantable. Le ciel, l'air est pollué, le ciel est toujours gris. Les arbres sont tous morts, tous secs, tous tordus comme ça. Les racines sortent de terre pour nous faire trébucher. Dans les arbres, là, il y a des araignées grosses comme des chats. Il y a des chauves-souris grosses comme des oies. Il y a des champignons. Ah, ces champignons-là, si tu piles dessus, ça sent le vieux pet. Ah! L'eau est polluée, épouvantable. Donc, je me dépêchais à toute allure pour traverser la forêt, quand tout à coup, j'entends rouche, rouche, rouche. Un énorme dragon atterrit dans une petite clairière près de moi. Je me cache derrière un des gros arbres. Le dragon dit « Ah, ça sent l'humain et puis j'ai faim. » Il crache sa flamme et l'arbre une petite poignée de cendre. Je me cache derrière un gros rocher. Avec un coup de sa géante queue, il le réduit en poussière. Je suis là dans le milieu de la place. Le dragon me regarde. « Ha, ha, ha! Comment est-ce que je vais te manger? En brochette? Ah, peut-être me faire une soupe. Une bonne sandwich à l'humain. Ah non, je pense que je vais te manger tout cru. » Je pouvais rien faire, j'avais rien pour me défendre. Puis contre un pareil dragon, je pouvais pas me sauver. Qu'est-ce que j'allais faire? À ce moment-là, j'ai ressenti une petite pression dans mon cou. J'ai regardé et la petite pierre brillait de toutes sortes de lumières, de toutes sortes de couleurs. Je me suis fermé les yeux, j'ai soulevé la petite pierre et j'ai dit « Pierre magique, si vraiment t'es magique, là, oh boy que je suis dans le trouble. »
j'ai entendu comme un coup de tonnerre et je m'ouvre les yeux. Le dragon avait disparu. Mais là où était le dragon, la petite pierre aussi avait disparu dedans. Mais là, où était le dragon, il y avait ce bâton-là. Je l'ai ramassé, puis je me suis aperçu qu'il pèse absolument rien. Je me suis dit, mais il y a quelque chose de magique pour être si léger. Là, j'ai commencé à le regarder. J'ai vu l'œil du dragon, les cornes sur son nez. Ici, il y avait une autre corne. J'ai vu les épines qu'il avait sur le dos. Ici, il avait une grande cicatrice dans la figure où il s'était battu contre un autre dragon. Je voyais même son sourire. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que la pierre magique avait transformé le dragon en bâton. Depuis ce temps-là, je ne vais jamais nulle part sans mon bâton ou il est très bien embarré à quelque part parce que je ne voudrais pas qu'un sorcier ou une sorcière le prenne et essaie de le retransformer en dragon. S'il y a quelque chose qu'on ne veut pas dans le monde de nos jours, c'est le retour des dragons. Mais mon histoire n'est pas tout à fait finie. Parce que là, moi aussi, j'étais tellement heureux que la vieille madame m'ait sauvé que je suis allé la voir pour la remercier. Je suis arrivé à sa petite maison dans la forêt, je cognais à la porte et j'ai vu que la vieille femme avait une fille de mon âge. Elle s'appelait Linda. Ça a été le coup de foudre. On est tombés en amour, je l'appelle maintenant Doda, et ça fait presque 46 ans qu'on est mariés. Eh oui, ça fait 46 ans que je suis marié à une sorcière. C'est presque toujours une bonne sorcière, mais elle a ses moments, par contre. Mais là, vous connaissez l'histoire de mon bâton magique. Merci. Je vais vous conter un bout de la légende de Joe Grandbois. Joe Grandbois, ça, c'était un jeune homme plus grand que nature. Quand il est venu au monde, il mesurait 3 pieds 6, il pesait 65 livres. Il a grandi à l'âge de 14 ans, il était rendu presque 7 pieds, 280 livres. C'était une montagne. Un jour, il avait à peu près 15 ou 16 ans, il était à la taverne après déjeuner. C'est vrai, il n'avait pas vraiment le droit d'être là, mais tu sais, le jeune, là, il mesurait au-dessus de 7 pieds. Qui allait lui dire qu'il n'avait pas le droit d'être là, tu sais? Ça fait que, il est assis après dîner, quand il rentre un vieux trappeur du nom de Zébédée Lachance. Puis il avait l'air déprimé. Joe, il dit, voyons donc, le bonhomme, qu'est-ce qui marche pas? Ça avait donc bien l'air pas dans votre assiette. Ah, mon petit gars, il dit, c'était au printemps, ça. Il dit, ça va pas, mon affaire, pantoute. Il dit, tu sais, il dit, moi, je suis trappeur, puis il dit, l'automne passé, il est arrivé un ours sur ma ligne de trappe. Il dit, c'était pas un ours, il dit, c'était le diable incarné. Il dit, je te le dis, j'ai jamais vu un monstre de même. Il dit, il devait faire 12 pieds de haut à l'épaule, il pesait au moins 1 tonne. Il dit, les dents, là, c'était comme longues de même, les griffes, c'était comme des fourches à foin. Puis il dit, il prend plaisir à tout détruire, rien qu'à faire du mal. Hey, Joe, il dit, voyons donc, bonhomme, il dit, écoute, là, mais un ours d'une tonne, je te le dis, mon petit gars, il dit, j'ai 83 ans, puis j'ai jamais rien vu de même. Il dit, j'ai jamais eu peur, même ma femme me faisait pas peur. Dieu ait son âme, mais il dit, celui-là, il me fait peur. Fait que là, Joe, ben, il continue à manger. Il dit, sais-tu, le bonhomme? Il dit, justement. Il dit, moi, là, je pourrais utiliser un beau manteau en peau d'ours pour l'hiver. Fait qu'il dit, je pense que je m'en allais me le chercher, ton ours, là. Après ce que tu me dis, il me ferait parfaitement un beau manteau. Mon petit gars, va pas là, je te le dis, t'en reviendras pas. Je te le dis, là, il dit, c'est pas un ours, il dit, c'est le diable, c'est sorti de l'enfer, ça.
On verra bien. Mais écoute, il est où ton fameux monstre, là? Ben, il dit, il est sur le bord du lac Tsanagan. Bon, ben, Joe, il dit, demain, moi, je vais monter là-bas, puis je vais aller me le chercher, cet ours-là. Mon petit gars, fais pas ça. Ta mère est trop jeune pour te perdre. Puis je suis sûr qu'il y a bien des jeunes créatures qui aimeraient ça que tu sois leur époux à un moment donné. Fais pas ça, t'en reviendras pas, mon gars. Ah! Fait que le lendemain matin, il embarque dans son canot, puis il monte, puis il monte, puis il monte. Puis il arrive au crique des Rod Swamp. Il ramasse son canot là, dans les branches, puis il commence à marcher le long du crique jusqu'au lac Tsanagan. Mais là, tout d'un coup, il aperçoit une des caches du vieux. Parce que voyez-vous, dans ce temps-là, tu n'avais pas des épiceries à toi coin de rue comme chez Blablabla, là, faire ton épicerie. C'était les trappeurs, ça, ils amenaient de la nourriture dans le cache. Parce que les autres, il n'y avait pas ça, des VTT, puis des snowmobiles, des skidounes, puis des choses de même. C'était tout, ça se faisait à pied, en raquette l'hiver. Fait qu'il y avait des caches où ils mettaient leur nourriture à l'abri des animaux. Puis quand ils étaient sur le ligne de trappe, bien là, ils allaient chercher de la nourriture. Fait qu'il arrive à la première cache. L'ours avait déraciné l'arbre, il avait tout détruit, il n'avait même pas mangé, là, c'était juste pour mal faire. Joe, il dit, ouais, il dit, c'est pas bien encourageant. Il continue à marcher. Puis il arrive à un arbre qui avait été jeté à terre. Vous savez, les ours, ça s'affile les griffes, ces arbres. Hein? Mais là, cet ours-là, là, quand Joe il a vu les traces de griffes dessus, là, vous ne mentez pas, c'était comme large de même. Là. Puis ça rentrait creux comme ça dans le bois. Il s'est dit, ouais, peut-être bien que le vieux, il avait raison. Mais écoute, là, quand tu as 15-16 ans, tu n'as peur de rien, tu es immortel, tu connais tout mieux que tout le monde. Fait qu'il a continué à marcher. Là, bien, il arrive au premier des camps du vieux. Parce que là, il se bat, tu sais, c'était ça, il ne revenait pas coucher. Là. Les autres, ils étaient partis des mois dans le bois, là, pour tout l'hiver, la saison de trappe. Fait qu'à tous les 20-25 kilomètres, il y avait un petit camp, une petite cabane, puis c'est là qu'il restait. Il arrive au premier camp, puis il avait été complètement démoli par l'ours. Là. Le poêle, tout, un poêle en fer forgé, réduit en miettes, il ne restait rien. Joe, les poils dans le cou ont commencé à irradir un peu. Il s'est dit, sais-tu, peut-être bien que le vieux, il avait raison. Ah, je suis venu jusqu'ici, on va continuer. Fait que là, il arrive à une petite clairière, puis en montant, il s'était pogné une coupe de castor pour mettre comme appât pour attirer l'ours. Fait qu'il les met là, dans la racine d'un gros pin là, qui dépassait de la terre, puis là, il va s'asseoir d'un géant chêne, là, dans la fourche d'un chêne, puis il attend. Il a été là 2 jours à attendre, au mois de mai. Les mouches noires, puis les maringouins. Les mouches noires le jour, les maringouins le soir. Puis là, au coucher du soleil, les 2 chiffres se rencontraient, là, puis ça, c'était encore pire. Tu sais, 2 jours, là, parce qu'il n'y avait pas ça, eux autres, du stuff à mouche dans ce temps-là. Puis il a vu plusieurs ours, mais c'était tous des petits. Là, il était rendu tanné. Il a dit, bon, ben que le job emporte, il m'a me pogné 2 plus petits ours. Ben, c'est des petits, là, c'était des beaux, là, mais tu sais, c'était pas le monstre, là. Il dit, je vais m'en pogner 2, puis je me ferai faire mon manteau avec ça. Fait qu'il sort un ours, puis là, Joe, il épaule sa carabine, puis il se prépare à tirer. Quand l'ours part à courir, terrifié. Puis là, Joe voit le monstre du vieux Zébédée. Je vous dis, il n'aurait pas fait ici dedans, là, à force qu'il était haut, puis il n'aurait pas passé dans la porte. Les dents, là, comme longues de même, les griffes comme ça, les yeux rouges comme les feux de l'enfer. Joe épaule sa carabine, puis c'est un bon tireur, Joe. Il vise, paf! C'est pareil comme s'il n'était rien arrivé. L'ours s'est viré, puis il l'a vu, il a jeté l'arbre à terre, puis c'est là qu'a commencé le combat entre Joe Grandbois et le démon. Pendant 3 jours et 3 nuits, ils se sont battus. À coups de griffes, à coups de poing, à coups de pied. Ils ont aplati des montagnes
déraciné des forêts, ils ont creusé des ruisseaux en se battant. Il n'y en a pas ni un ni l'autre qui cédait, puis il n'y en a pas ni un ni l'autre qui gagnait. Mais là, à un moment donné, Joe est venu à bout de pogner le diable, l'ours, là, dans ses bras, puis il lâchait pas, puis il le tenait, puis il le tenait. Le diable a vu qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il a lâché un hurlement épouvantable, puis il s'est transformé en serpent, une affaire d'à peu près 30 pieds de long. Puis il essayait d'étouffer Joe, mais Joe le tenait, puis il lâchait pas. Je vous dis, il a eu peur un peu, mais il lâchait pas. Là, le diable a relâché un deuxième hurlement, plus terrible que le premier. Il s'est transformé en chauve-souris, là, mais une chauve-souris grosse comme un autobus scolaire. Les griffes puis les dents y allaient, puis Joe le retenait. Puis là, il a commencé à avoir vraiment peur, mais il n'osait pas lâcher parce qu'il savait que s'il lâchait, il allait y passer. Puis il le tenait, puis il le tenait. Finalement, le diable a lâché un troisième cri. Le pire cri qui a jamais été entendu sur Terre. Épouvantable, là. Les cheveux à Joe sont venus tout blancs. Puis là, le diable s'est transformé dans la créature la plus horrible, la plus terrifiante, la plus terrible qui a jamais marché sur Terre. Il s'est transformé en belle-mère. Là, Joe, il a eu peur. Joe, il a failli le lâcher. Mais la terre s'est ouverte. La fumée de soufre sortait de la terre. On entendait les âmes des condamnés hurler. Puis Joe, il ne l'a pas lâché, le diable. Puis là, il l'a levé dans les airs. Puis il a dit, Lucifer, retourne-toi-en en enfer. Puis si jamais tu remets les pieds sur terre, c'est à Joe Grandbois que tu vas avoir affaire. Puis il l'a garoché dans le trou. Mais le méchant, il n'avait pas fini ses coups. En descendant, il a enroulé, parce que là, il avait repris sa forme habituelle. Il s'est enroulé la queue autour du bras à Joe. Joe l'a pogné, il a donné un grand coup dessus, puis il l'a arraché. Puis Job est retourné en enfer. Puis la terre s'est refermée. Puis, il n'est jamais revenu sur terre depuis ce temps-là. Là, Joe, lui, tout est manché, tout est bréché comme il était. Il s'en retourne. Saint-Joseph des Brouhaha. Puis là, il rentre à bord, puis là, à la taverne, les gars. Voyons donc, Joe, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il leur a conté là, son histoire. Eux autres, ils ne le croyaient pas. Voyons donc, Joe. Hey, le diable, tu sais que ça n'existe pas. Mais là, il a sorti dans son sac la queue du diable. Puis ils ont vu que c'était bien vrai. Puis c'est grâce au jeune Joe Grandbois que le diable n'est pas revenu sur terre depuis ce temps-là.